les paquets et les trames, c'est vraiment important. Donc les paquets et les trames en fait sont de petits éléments de données lorsqu'ils se forment ensemble constituent un élément d'information ou de message plus grand, hein. Comme on l'a vu, on découpe en paquets. Cependant, ce sont deux choses différentes dans le modèle aussi, hein. Une trame se trouve à la couche 2, hein, la couche de liaison de données, la data link, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'informations telles que les adresses IP. Pensez à cela comme une enveloppe dans une enveloppe, de mettre une enveloppe dans une enveloppe et de l'envoyer. La première enveloppe sera le paquet que vous envoyez par la poste, mais une fois qu'elle est ouverte, l'enveloppe à l'intérieur existe toujours et contient d'autres données, hein. Il s'agit en gros d'un cadre. Donc, c'est ce principe, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation, hein. Donc, à ce stade, il est prudent de supposer que lorsque nous parlons d'adresse IP, nous parlons de paquet. Lorsque les informations d'encapsulation sont supprimées, nous parlons du cadre en lui-même. Ok? Donc les paquets sont un moyen efficace de communiquer des données, comme on l'a vu, entre les périphériques en réseau, tels que ceux expliqués dans la tâche 1. Étant donné que ces données sont échangées en petits morceaux, il y a moins de risques de goulot d'étranglement sur un réseau que de gros messages envoyés en même temps. C'est pour ça qu'on fragmente, qu'on sectionne, hein, les paquets. Par exemple, lors d'un chargement d'une image à partir d'un site web, comme on l'avait vu, cette image n'est pas envoyée à votre ordinateur dans son ensemble, mais plutôt par de petits morceaux, où ensuite elle est reconstruite par votre ordinateur. Prenez l'image ci-dessous comme illustration. Donc on avait déjà vu ça. L'image du chien est divisée en trois paquets, elle est reconstruite lorsqu'elle atteint l'ordinateur pour former l'image finale. Ok? Donc les paquets en fait sont des structures différentes qui dépendent du type de paquet envoyé. Comme nous allons en discuter, la mise en réseau regorge de normes et de protocoles, hein, comme je vous le disais, qui agissent comme un ensemble de règles en fait, hein, sur la façon dont le paquet est géré sur un appareil. Avec Internet qui devrait avoir environ 50 milliards d'appareils piratés, connectés d'ici fin 2020, les choses deviennent rapidement incontrôlables s'il n'y a pas de normalisation. Comme je vous l'ai expliqué, il faut, euh, il faut des règles, sinon ça part en couille. Ok, donc le principe, hein, on a ce principe de header, hein. Le header, c'est quoi? C'est euh, les entêtes. Ok, donc vous allez voir qu'il y a des headers un peu partout. Ensuite, le time to live, ok, il est temps de vivre, comme ils traduisent, j'adore. Ce champ définit en fait une minuterie d'expiration pour que le paquet n'obstrue pas votre réseau s'il ne parvient jamais à atteindre un hôte ou à s'échapper, hein. Ils sont en train de plaisanter avec nous. C'est surtout s'ils n'arrivent pas à atteindre un hôte, ok? Donc le TTL, pour rappel, généralement on utilise un TTL de 64, ok? Techniquement, qu'est-ce que ça va faire au bout de 64 sauts, hein, si après, allez, partons du principe que c'est un canal de communication, il y a deux PC, ok? Donc 64 moins 2, hein, on est d'accord, ça fait 62. Donc s'il y a 62 routeurs en fait, hein, qui réacheminent le paquet, pardon, je vais y arriver, eh ben, en gros, le paquet s'autodétruira. Si c'est 62, c'est bon. Si c'est 63, le paquet se détruit. Ok, automatiquement pour pas engorger le réseau. Ok, donc à chaque fois que ça fait un saut au niveau du réseau, eh ben, vous décrémentez de 1. Ok, donc on part de 64, ça part de la machine 63, ça arrive sur un premier routeur, hein, comme on l'avait vu, 62, etc., etc., jusqu'à qu'il arrive à destination. Ensuite, je vous ai parlé dans la précédente vidéo de la checksum, hein. La checksum, c'est quoi? C'est un champ qui va vérifier l'intégrité des protocoles, tels que le TCP. On a vu que on vérifiait, hein, quand c'est du TCP, qu'on vérifie les données, hein. Si les données sont modifiées, cette valeur sera différente de ce qui est attendu et donc corrompu, hein. Le checksum, c'est pas les mêmes maths qui sont impliquées, hein. Là, on fait une somme de contrôle, mais c'est un peu comme le hash. Vous savez que le hash, c'est pareil. On va utiliser des fonctions de hachage en informatique. Et si les données sont modifiées, la valeur du hash est modifiée en conséquence. Ok? Donc ensuite, je vous ai dit en réseau, on a quoi? On a la SRC et on a la DST. La SRC, c'est l'adresse source, l'adresse IP de l'appareil à partir duquel le paquet est envoyé, afin que les données sachent où retourner. Ok? Puisque si on les envoie, on veut aussi qu'elles reviennent en retour. Et la destination, naturellement, l'adresse IP de l'appareil à laquelle le paquet
est envoyé afin que les données sachent où voyager, hein. Donc aller-retour. On est d'accord? Donc, quel est le nom d'une donnée lorsqu'elle contient des informations d'adressage IP? C'est une excellente question. Donc, si elle contient l'adresse IP, c'est le paquet. Paquet, ok. Et quel est le nom d'une donnée qui ne contient pas d'informations d'adressage IP? On a vu, hein, le principe, c'est les frames, ok. Hein, donc une trame, ok. Une trame en français ne contient pas d'informations d'adresse IP et le paquet contient des informations d'adresse IP. Donc on va revoir le principe de Freeway and Check, hein, pour bien comprendre. Donc le TCP euh, permet donc la mise en réseau. Ce protocole est très similaire au modèle OSI, mais vous allez voir qu'il a été entre guillemets simplifié. Ok? On n'a plus que quoi? Que 4 couches, ok? Au lieu des 7 qu'on avait vu précédemment. On a l'application tout en haut, le transport, l'internet et l'interface réseau. Donc ça, c'est la majeure différence. En fait, vous avez bien compris que en fait, le système OSI a servi de cadre avant qu'on mette en réseau et qu'on invente le TCP/IP. Ok? C'était les préconisations à suivre et dans les faits, en fait, des années plus tard, quand le TCP/IP est né, eh ben, on a décidé, hein, de simplifier en 4 couches. Ok? Et vous verrez que certaines couches donc regroupent, hein, des couches du modèle OSI, ni plus ni moins. Donc c'est très similaire à l'OSI, et des informations sont ajoutées à chaque couche du modèle TCP au fur et à mesure que la partie des données ou le paquet la traverse, hein. Donc c'est le principe d'encapsulation et de décapsulation. C'est ce que fait votre ordinateur, enfin votre carte réseau, quand vous naviguez sur Internet. Elle ne fait que ça. Encapsuler des données, les envoyer et récupérer des données et les désencapsuler. Ok? Donc une caractéristique déterminante de TCP, c'est qu'il est basé sur la connexion, ce qui signifie que TCP doit établir une connexion entre un client et un périphérique, ok, agissant comme un serveur avant que les données ne soient envoyées. Hein, c'est la relation, c'est le système client-serveur, ok. Donc pour cette raison, TCP garantit que toutes les données envoyées sont reçues à l'autre extrémité. Ce processus s'appelle la poignée de main à 3 voies, hein, freeway handshake, comme on dit. Donc, comment ça se passe? Ça, je vous l'avais déjà mis dans la précédente vidéo, hein, donc on l'a vu, je ne vais pas répéter. Ok. Là, ça devient plus intéressant. Ok. Donc les paquets TCP, bah, ils contiennent en fait, hein, justement les informations sont encapsulées dedans. Et on a ce que je vous disais, des headers, hein, qu'on appelle en-tête, qui sont ajoutés à partir de l'encapsulation. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a euh, le source port, donc destination source, ok, enfin le port de source, pardon, c'est la valeur, cette valeur est le port ouvert par l'expéditeur à partir du moment où il a envoyé le paquet TCP. Cette valeur est choisie au hasard parmi les ports de 0 à 65 535 qui ne sont pas utilisés à ce moment-là. Ok? Donc on se connecte, nous, à un serveur, généralement c'est des adresses qu'on connaît, des ports qu'on connaît. Par contre, au niveau de la source de votre ordinateur, il utilise des ports aléatoires. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, je vais vous montrer. On va ouvrir un terminal et on va se faire un petit netstat. Ok, netstat, pour rappel, ça nous permet de vérifier les connexions qui seront ouvertes. Ok. Donc, bon, on va faire un netstat classique. Voilà. Ok, donc là je vois toutes les connexions qui sont ouvertes, hein, et on voit les ports, hein, qui sont là. Je vais remonter, monter, monter. Ok, inode, ok, connecté, et on voit que c'est des ports totalement aléatoires, hein. C'est des ports aléatoires, c'est la source. Donc là, c'est des ports aléatoires. Par contre, je vous dis tout le temps, apprenez les ports. Alors, c'est pas les ports source, c'est les ports, vous l'avez compris, de destination. Ok? Quand je me connecte à un serveur sur le port 80 HTTP ou 443 HTTPS, ok, j'utilise tout le temps le même port pour que ça puisse fonctionner. Ok?
Ok, donc le port source, le port de destination. Cette valeur est le numéro de port qu'une application ou un service exécute sur l'autre distant, celui qui reçoit les données. Un serveur web s'exécute sur le port 80. Contrairement au port source, cette valeur n'est pas choisie au hasard. Ok, il s'agit de l'adresse IP du périphérique qui envoie le paquet. Ça, c'est le source IP et le destination IP par opposition. Il s'agit de l'adresse IP du périphérique auquel le paquet est destiné. Ensuite, on a un numéro de séquence. Ok, lorsqu'une connexion se produit, la première donnée transmise reçoit un nombre aléatoire. On verra ça plus tard. Ensuite, on a le numéro d'accusé réception. Ok, ça va nous permettre de ce qu'on appelle l'acknowledgement number. Hein, ça va nous permettre, une fois qu'une donnée a reçu un numéro de séquence, oui, le numéro de la donnée suivante aura le numéro de séquence plus 1. On incrémente. Ok, donc la checksum, somme de contrôle, cette valeur qui donne l'intégrité TCP, puisqu'on a vu qu'en TCP, on vérifie que les paquets ne sont pas perdus. En calcul mathématique, elle est effectuée là où la sortie est mémorisée. Lorsque le périphérique récepteur effectue le calcul mathématique, les données doivent être corrompues si la sortie est différente de ce qui a été envoyé. Hein, c'est grâce au checksum qu'on sait que l'intégrité des données est fiable. Ok, ensuite, on a quoi? On a les données. Donc le header, c'est l'endroit où les données, au niveau de la data, en fait, hein, en termes d'octets d'un fichier en cours de transmission, sont stockées. Et enfin, on a le flag, le drapeau. Donc cette en tête hein, détermine en fait comment le paquet doit être géré par l'un ou l'autre périphérique pendant le processus de négociation. Ces drapeaux spécifiques détermineront les comportements spécifiques, ce que nous expliquerons ci-dessous. Ok? Donc maintenant, on va voir les flags. Ça, c'est vraiment important. Ok? Ne retenez pas ça, c'est très mal traduit. Ok? Le hack, c'est bon. Ça, c'est data. Ok? Ça, c'est fin. Et ça, c'est reset. RST. Ok? Donc ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des attaques ou scanner des machines sans être détecté. Ok? Je vous donne un exemple. Je vais faire un SYN-SYNAC. Ok? Et au moment d'envoyer l'AC, hein, le paquet de réception, je vais faire un reset, ok, pour mettre fin à toute communication. Et ça va me permettre quoi? Via Nmap, par exemple, ça va me permettre de scanner la machine. La machine, elle va me dire, coucou, j'existe. Tiens, telle adresse IP. Et toi, telle adresse IP tu as. Et là, je vais lui dire, je vais lui faire un fuck, en fait. Je vais me faire un gros doigt d'honneur et je vais lui dire, non, non, c'est bon. Je sais que tu existes, j'ai ton adresse IP, je te donnerai pas la mienne. Au revoir. Ok? Donc ça permet de faire ce qu'on appelle du packet crafting. Hein, on va créer des paquets, forger des paquets malicieux ou pas. En tout cas, se servir de ces messages, en fait, pour manipuler le réseau. Ok? Donc le SYN, hein, c'est synchronization. Hein. C'est le paquet initial envoyé par un client pendant la négociation. Ce paquet est utilisé pour initier une connexion et synchroniser les deux appareils ensemble. Ensuite, on a le SYNAC, c'est le paquet qui est envoyé par le périphérique récepteur, le serveur, pour accuser la réception de la tentative de synchronisation. Vous voyez bien qu'on parle de tentative de synchronisation, puisque tant qu'il n'y a pas le freeway handshake, c'est-à-dire quoi? SYN, SYNAC, hack, eh ben, c'est qu'une tentative. Et si on envoie un reset, justement, eh ben, ça sera une tentative échouée. Ok? Si le hack est reçu, la connexion s'établit, c'est plus une tentative, c'est une synchronisation du client avec le serveur. Ok? Donc le hack, c'est en effet le paquet d'accusé de réception, en fait, hein, qui peut être utilisé par le client ou le serveur pour confirmer qu'une série de messages ou de paquets ont été reçus avec succès. Data. Une fois qu'une connexion a été établie, les données telles que les octets d'un fichier sont envoyées via le message data. Et ensuite, on affine ce paquet utilisé pour fermer proprement, correctement la connexion une fois qu'elle est terminée. Hein. Donc, on dit fin, mais bon, on peut dire fin. Comme ça, vous le retenez mieux. Fin, en français, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ce paquet, le reset, met fin à toute communication. C'est le dernier recours et indique qu'il y a eu un problème au cours de processus. Par exemple, si le service ou l'application ne fonctionne pas correctement ou si le système présente des défauts tels que des ressources faibles hein, ou des problèmes de connexion. Ok? Donc, SYN, SYNAC, hack. Ok? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça.
ok? Donc, SYN, on a quoi? Demande initiale, hein, synchronisation, ok? Ensuite, on a quoi? Bah, le serveur qui répond, hein, voilà ma séquence de nombres, synchronize, hein, à 5000 octets par exemple, et acknowledgement, hein. Votre séquence de nombres initiale, il renvoie ça, et l'autre répond quoi? Bah écoute, 5000, pas de problème, écoute, moi ça sera 5000 plus 1. Ok? Donc on voit la séquence initiale, ce qu'on appelle l'ISN, ok? Initial Number Sequence. Si le client, l'expéditeur, hein, envoie 0 en ISN, bah, le nombre final, ça sera 0 plus 1, ça sera 1, hein. Le client expéditeur de 1 plus 1, 2, et client expéditeur, hein, de 2, ça en arrive à 3. Ok? 1, 2, 3. C'est la séquence initiale de numéro ISN lors d'un freeway handshake. C'est pour ça qu'on parle de freeway handshake. Ok? Puisque on a 3 communications et on a une séquence finale où on arrive à 3. Ok? Donc la fermeture, maintenant, voyons un petit peu. Donc, comment on ferme une connexion? Eh ben, TCP va fermer une connexion une fois qu'une périphérique aura déterminé que l'autre périphérique a reçu avec succès toutes les données. Étant donné que TCP réserve des ressources système sur le périphérique, il est préférable de fermer les connexions TCP dès que possible. Ok? Sinon, ça va bouffer de la mémoire, ça va bouffer du CPU. Pour lancer la fermeture d'une connexion TCP, le périphérique enverra un paquet fin, à l'autre périphérique. Bien sûr, avec TCP, l'autre appareil devra également accuser réception de ce paquet. Donc là, Alice et Bob, toujours, ok? Fin, Alice demande la fin de la communication, Bob lui dit ok. Acknowledgement, fin, hein, ok, je t'accorde, j'ai pris en compte que tu veux terminer la communication, et Alice répond ok, allez, au revoir, hack, ok? Donc, connexion, SYN, SYNAC, hack, fermeture, fin, hack fin, hack, ok? Donc, euh, donc on voit le paquet fin, comme je vous disais. Donc, quelle est l'entête d'un paquet TCP qui garantit l'intégrité des données? Qu'est-ce qui vérifie? C'est au niveau du checksum, hein, et indiquer lors d'une poignée de main à 3 voies normales chaque étape. Donc, on a vu SYN, SYNAC et hack. Ok. Donc, Alice et Bob veulent communiquer en réassemblant une poignée de main TCP dans le bon ordre dans le laboratoire. Entrez là, allons voir. Tu m'entends? Ok, Sinac, oui, je peux t'entendre. Ok, Hack, ok, great, d'accord. Ensuite, on envoie quoi? On envoie de la donnée, pardon, data, ok. L'autre il dit quoi? Ok, Hack. Et l'autre il dit quoi? Finac, ok. Et l'autre il fait quoi? Finac, receive, me too, Hack, goodbye. Ok? Donc c'est vraiment la communication. Ok? On établit la communication, on fait transiter de la data. Ok? Et une fois que la data est terminée, on passe à la fermeture, à la clôture. Ok? De la communication. Allez, toi dégage. Donc voyons maintenant le datagramme. Ok, Datagram User Protocol UDP, hein, c'est un protocole utilisé pour communiquer avec les données entre les périphériques. Comme on l'a vu, on a ce qu'on appelle les stateless. Ok, sans état, ça veut dire qu'il ne nécessite pas une connexion constante entre les deux périphériques pour que les données soient envoyées. Hein, par exemple, la poignée à 3 voies ne se produit pas en fait. Il n'y a pas non plus de synchronisation entre les deux appareils. Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est utilisé pour le streaming vidéo ou le chat vocal parce que ça peut tolérer des pertes de paquets. Pareil pour les jeux vidéo. Ok? Et, euh, et si une connexion est instable, bah, c'est pas un problème. Ok? Alors qu'avec le TCP, si on a une connexion qui est instable, ça va poser de gros problèmes. Ok? On ne pourra pas établir une connexion fiable en TCP. Ok? Donc l'UDP il est beaucoup plus rapide, mais il se soucie pas de savoir si les données sont reçues ou non. Ok? Si elles sont pas reçues, bah fuck. En TCP, si elles sont pas reçues, elles sont renvoyées. Ok? Donc l'UDP laisse l'application, le logiciel décider s'il existe un contrôle sur la rapidité d'envoi des paquets. Hein, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, ça permet une plus grande liberté
aux développeurs. OK? Et bah, justement, on peut avoir une connexion instable par opposition au TCP où il faut une connexion stable. OK? Donc les UDP, c'est beaucoup plus simple hein, parce qu'il n'y a pas ce principe de vérification. Donc on a toujours le time to live, TTL, hein, ça définit donc la fameuse minuterie d'expiration du paquet. On a l'adresse source, on a l'adresse de destination, on a le port, c'est exactement pareil, le source port, hein, choisi au hasard de 0 à 65 535. Le port de destination, pareil, rien ne change. Et la data, cette en-tête fournit les données. Donc là, on voit que on en a un, 2, 3, 4, 5, 6 pour le TCP, pour l'UDP, pardon. Et pour le TCP, on en avait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Et tout ça, en fait, pour l'instant, si vous connaissez pas, ça vous parle pas. Mais vous allez voir qu'après, on va sniffer des paquets réseau et vous allez voir que dans Wireshark, par exemple, qui est un logiciel, un sniffer de paquets, vous allez voir que tout ça, vous allez le retrouver en fait. Tout est visible. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître tout ça. Alors, donc ça on a vu. Donc comment ça se passe? Hein, donc le diagramme, c'est une connexion UDP normale entre Alice et Bob. Dans la vraie vie, ça serait entre deux appareils. Oui, naturellement, merci. Donc, ok, là, pour le coup, c'est Bob qui veut parler à Alice, ok? Et Alice, bah, lui envoie des paquets, il lui répond, ok? Ou ça peut être dans l'autre sens, peu importe, ok? Donc, on l'a vu, UDP, c'est User, Datagram, Protocol. Quel est le type de connexion? Elle est stateless, hein, sans data. Quel protocole utiliserez-vous pour transférer? Ben, on l'a vu, hein. Quel protocole utiliserez-vous pour transférer un fichier? Bah, c'est du TCP. Quel protocole utiliserez-vous? On l'a vu, on s'en fout. Une vidéo, ça peut perdre des paquets, hein, alors que si on transfère un fichier, on n'a pas envie de recommencer 50 fois, hein, parce que ça a échoué. Ok? Donc voyons un petit peu, on va revoir quelques ports hein, qu'on utilise au quotidien, en tout cas que vous utiliserez au quotidien si vous faites de l'informatique ou des tests d'intrusion. Donc, peut-être intitulé à juste titre par leur nom, les ports hein, sont un point essentiel dans lequel les données peuvent être échangées. Pensez à un port, hein, le port. Vous savez que les navires souhaitent accoster au port devront se rendre dans un port compatible avec les dimensions et les installations situées sur le navire. Lorsque le navire s'aligne, il se connecte à un port du port. Ok, prenons euh, un exemple, un paquebot de croisière, et ben, il ne peut pas accoster hein, dans un port qui est fait pour un navire de pêche et vice-versa. Ok, donc c'est une métaphore, mais c'est un peu ça. Ok, donc ces ports s'appliquent à ce qui peut se garer, hein, se caler, et ce qui n'est pas compatible, eh ben, ne pourra pas y aller. Les périphériques réseaux utilisent également des ports pour appliquer des règles strictes lorsqu'ils communiquent entre eux. Lorsqu'une connexion est établie, hein, donc c'est ce qu'on a vu dans la salle OSI, toutes les données envoyées ou reçues par un appareil sont envoyées via ces ports. En informatique, les ports sont une valeur numérique comprise entre 0 et 65 535. Donc, il y en a 65 536 parce qu'on compte à partir de 0. OK? Donc, il y a beaucoup de ports et il y a rapidement le risque de perdre la trace de l'application qui utilise quel port. Hein, un port animé, c'est le chaos. Donc, on va associer en fait les applications, les logiciels, les comportements à un ensemble de règles standards. Ok? On en revient au principe de normalisation. Par exemple, en imposant que toutes les données du navigateur web soient envoyées sur le port 80. Les développeurs de logiciels peuvent concevoir un navigateur web tel que Chrome ou Firefox pour interpréter les données de la même manière les uns que les autres. C'est ce qu'on voyait sur le modèle aussi. Hein. On disait justement, ok, il y a la couche de présentation, il y a la couche applicative, hein, euh, et justement, ça va normaliser les données hein, pour qu'elles puissent être interprétées. Après que Bobby il utilise Safari, Robert il soit sur Firefox, hein, ou Emmanuel soit sur Edge hein, ou Internet Explorer, on s'en fout. Hein. Tous communiquent sur le port 80, tous peuvent se connecter à Internet. Ok? Euh, donc ça signifie que les navigateurs web en fait partagent une règle commune. Hein. Les données sont envoyées via le port 80.
L'apparence, la convivialité, la facilité d'utilisation des navigateurs dépend du concepteur et de la décision de l'utilisateur. Donc alors que les règles standard web, bah, c'est le port 80, il y a d'autres protocoles également qui ont reçu une règle standard. Donc je vous parle tout le temps des ports communs. Les ports communs, il faut les retenir, c'est ceux entre 0 et 1024. Ok? Mais on parle 1023. Ok? Il y en a 1024, mais en fait on s'arrête au 1023e. Pourquoi? Parce que de 0 à 1023, ça fait 1024 ports. Donc là, c'est faux ce qu'ils vous disent. Ok? Le 1024e port, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est plus un port commun, c'est un port custom. Ok? Donc, FTP 21, hein, le FTP, vous le savez, c'est les serveurs de transfert de fichiers, hein, File Transfer Protocol. Donc, ce protocole est utilisé par une application de partage de fichiers basée sur le modèle client-serveur. On y revient. Ce qui signifie que vous pouvez télécharger des fichiers à partir d'un emplacement central, hein, ou uploader. D'accord? Ensuite, le SSH s'en sert tout le temps. C'est utilisé pour se connecter en toute sécurité au système via une interface contextuelle pour la gestion, grosso modo en ligne de commande. Ok? L'HTTP 80 alimente le www, World Wide Web. Notre navigateur l'utilise pour télécharger du texte, des images et des vidéos, hein, des pages web. Ensuite, on a le S. S qui veut dire secure, qui veut dire chiffré. Ce protocole fait exactement la même chose, mais en utilisant pas du cryptage, du chiffrement. Ok, on ne dit pas cryptage. Ça se dit pas. Enfin, pas dans ce contexte. Ok. Et enfin, on a le serrure, serveur, message. Ah, j'adore leur traduction. Donc le serrure, serveur, message, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, c'est le SMB, c'est le serveur message block. Ok? C'est le 445. Ce protocole est similaire au protocole de transfert de fichiers. Cependant, en plus des fichiers, SMB permet de partager des périphériques, tels que des imprimantes, mais pas que, tels que des disques durs aussi. Pensez à ça. Ok? Le SMB va me permettre de faire des shares, des partages. Ok? Donc on peut partager des imprimantes, on peut partager des scanners, on peut partager des téléphones, on peut partager ce que vous voulez, des poubelles. Non, je rigole. On peut partager des disques durs, ok? Des volumes, ok? Typiquement, c'est ce qu'on va faire, ok? Ginette, qui est à l'autre bout du monde, peut se connecter à un disque dur qui est situé dans un autre pays, ok? L'entreprise est sur plusieurs pays, c'est une multinationale. Elle y accède comme si le disque dur était à la fois dans son pays où elle réside, mais aussi même dans son PC. Ok? Elle ne verra pas la différence. Ok? Si vous faites bien votre samba share, vous ne verrez pas la différence. Pour l'utilisateur qui connaît rien à l'informatique, c'est comme s'il allait sur son disque dur. Sauf qu'il ne sait pas que le disque dur, il est à des milliers de kilomètres. Ok? C'est une sorte de cloud en fait, hein, ni plus ni moins. Donc, le Remote Desktop Protocol, c'est un protocole, c'est un moyen sécurisé de se connecter à un système, hein, le RDP, un moyen sécurisé. Ouais, bien sûr. Non, c'était bourré de failles en fait, hein, mais c'était, on remercie la NSA. Donc, c'est un moyen sécurisé parce qu'il faut un mot de passe, c'est ça qu'ils entendent à l'aide d'une interface de bureau visuel. Voilà, par opposition au SSH, le RDP, vous le savez, vous avez accès à la souris, vous avez accès à la GUI, à l'interface graphique. Ok? Donc ça, c'est cool. Ok? Ça permet de récupérer la main et c'est comme si on était exactement sur le poste. Hein? Comme un peu un hacker une fois qu'il a piraté votre machine. Donc voilà. Les 1024 ports, je vous les mettrai. Alors tiens, bonne question. On va voir. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Le 1024e, il est compté ou pas? Ah oui, il est compté. Il est réservé. Et il est utilisé par un Troyen qui s'appelle NetSpy. Ah ouais, ok, d'accord. 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 Donc, bah, de 0 à 1024. Ok, je vous ai dit des bêtises. Ça. Il y a 1023 et 1024e. Autant pour moi. Donc, il y en a 1025, grosso modo. Euh, et là, je sais pas pourquoi ils disent des 1024 ports alors qu'on commence à partir de 0. Ouh, je suis en train de me faire mal à la tête là, je crois. C'était ça, hein, de faire des vidéos à 5 heures du mat. Ouais, comment il y a 1024 ports et les mecs ils sont aussi fatigués que moi. Ça part de zéro, donc il y en a 1025, bande de connards. Bref,
Ok, donc j'espère que vous avez bien pigé, hein. On suit des normes. Les normes permettent de l'interopérabilité, comme je vous le disais dans OSI. On veut que les machines puissent communiquer, hein, sinon, bah, ça sert à rien. Le principe d'Internet, c'est de relier des milliards de machines entre elles, ok, pour que les agences de renseignement puissent se servir en open bar. Ok, mais ça, c'est un autre problème. Donc, euh, donc si la norme est respectée, on fournira 2 points avec le numéro de port. C'est pour ça que là, qu'est-ce que je fais? Dans mon navigateur, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait lui? Là, je suis quoi? Je suis en 2 points 443 HTTPS. Je vois que vous suivez, ça me fait plaisir. Ok? Ça marche? Bah oui, automatiquement, il le fait. Ok? Automatiquement, vous le voyez pas, mais votre navigateur, il fait quoi? Il va au root domaine. En fait, .com, je vous l'ai dit, point, et après, qu'est-ce qu'il fait? 2 points, et après, il fait 4, 4, 3. Ok? Incroyable. Ça marche aussi. Ok? J'arrive bien sur la page. Bon, vous voyez, je suis rerouté. Je suis rerouté, je suis même déconnecté de ma session. Mais ça marche. Et c'est pas, il n'y a pas un message d'erreur. Ok? Donc ça, faut le penser. Comme j'ai mis le point, ok, j'arrive au route. Le route, c'est quoi? Eh ben, le route, apparemment, sur le serveur, vas-y, casse-toi, s'il te plaît, t'es gentil. C'est why subscribe. Ok? Je sais pas pourquoi je suis arrivé là-dessus. En théorie, je devrais arriver au route. Et le route, c'est quoi? C'est le slash. Ok? Ça, c'est le route. Je sais pas pourquoi. Il y a une redirection. Ok? Ça, c'est le route. Ok? Et vous voyez bien que le point est resté. Mais ça marche. Ok? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. On reverra le principe de DNS. De toute façon, je vais tout vous expliquer. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur Facebook, hein, qui a craché, notamment à cause d'un problème au niveau des serveurs BGP. Donc, on verra l'architecture, comment Internet fonctionne, comment on fait du routage à l'échelle mondiale et comment les serveurs DNS, il y a un paquet de serveurs DNS, en fait, hein, c'est une myriade de serveurs DNS, comment ça fonctionne. Ok, je vous ferai une vidéo là-dessus, que vous compreniez bien et vous verrez, c'est super intéressant. Ok, il y a le site. Qu'est-ce qu'il veut? NC, donc lui, il veut qu'on tape sur le 888. Vous savez ce que c'est le 888? C'est les serveurs DNS de Google. 888 et le backup, c'est le 8844. Ok? 1, 2, 3, 4, ça c'est le port. Ok? Notre flag. Ok. Donc typiquement, quand j'utilise Netcat pour faire pas un River Shell, mais un Bind Shell, je vais faire NC, l'adresse IP de la machine, espace, le port auquel je veux me connecter de la machine. Ok? Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Je vous mettrai d'autres ressources, hein, Extending Your Network, on va voir si je l'ai pas fait. Là, je suis en train de terminer mes cours, hein, donc tac, 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 tac. C'est pour ça que je vous fais ces modules. Ouais, on va voir aussi Extending Network. Ok, ça sera la prochaine vidéo. On verra le principe de pare-feu en pratique, les VPN, le LAN, hein, et on simulera un petit peu l'acheminement des paquets réseau. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.